Très bien, merci à toutes et à tous d'avoir rejoint ce webinaire sur la conjoncture du fret maritime. Avec Virginie, on va vous présenter aujourd'hui les développements que l'on observe sur tout ce qui affecte le transport et donc la disponibilité des produits, des dispositifs médicaux pour les hôpitaux. Donc, Virginie, tu es en charge des négociations et des accords sur le transport maritime depuis. Et depuis plus de 7 ans. D'accord. Et est-ce que tu as déjà vu quelque chose de similaire à ce que on est en train de vivre? Non, jamais. C'est vraiment un bouleversement sans précédent. Même avant de rejoindre Didactique, je faisais du grand import et il m'était arrivé régulièrement de voir les taux monter et descendre. On parlait même de crise majeure quand ils doublaient. Mais aujourd'hui, on n'en est même plus là, en fait. Alors que ces taux étaient relativement stables depuis 3 ans pour ne franchir que rarement la barre des 2000 $ pour un container 40 pieds, on les voit littéralement s'envoler depuis fin 2020. Aujourd'hui, le coût du transport pour un conteneur entre l'Asie et le Havre a été tout simplement multiplié par 7 ou 8. Alors, 7 ou 8, d'accord. Et je le disais en introduction, tu es en charge de la mise en place des accords avec les transporteurs. Euh, on n'avait pas des accords de longue durée avec des durées d'engagement qui auraient dû nous protéger de ces hausses? Et si, tout à fait, Benoît. Donc, on appelle ça, donc ces taux négociés, on les appelle des taux NAC. Donc, c'est un contrat long terme avec des taux négociés pour Didactique à notre nom. Mhm. Et en échange d'un engagement de volume, notre transitaire négocie avec une ou plusieurs compagnies maritimes des taux préférentiels qui sont accompagnés d'une certaine sécurité sur la place à bord pour nos conteneurs. C'est parfait, ça. Du coup, on a dû en profiter, non? Ben, pas tout à fait en fait, ou en tout cas pas aussi longtemps qu'on l'aurait souhaité. Donc notre transiteur qui est un leader sur le marché, qui compte plus de 80 000 collaborateurs partout dans le monde et qui gère une grosse partie du fret mondial, nous a indiqué dans le courant de l'été que les compagnies maritimes avec lesquelles ils avaient négocié un contrat NAC pour Didactique dénonçaient les contrats pour vendre leur place au plus offrant. D'accord. Et je pense que tu dois avoir un slide voilà, qui présente l'envolée Exactement, ouais, de ces taux qui est l'envolée des taux. Mm. absolument sans précédent. Donc, euh, devant cette situation, pour nous, on avait ce type d'accord qui devait encadrer les taux. Et là, on n'avait aucun moyen contractuel pour contraindre nos partenaires transporteurs de respecter ces accords. Exactement. En fait, d'accord NAC, il a fallu passer en FAK ou Freight All Kind, donc payer le prix fort spot ou attendre indéfiniment avant de pouvoir embarquer. Donc, on a d'ailleurs un courrier de ce transitaire qui nous indique que malgré sa position dominante sur le marché, il n'a pas pu ou pas su tenir les compagnies maritimes qui se sont lancées dans une politique tarifaire opportuniste et bien visible au regard de leurs profits qui sont générés sur 2021. Qu'une grande partie de la chaîne de transport profite de cette situation et même si pour leurs opérationnels, bien sûr, les choses se sont énormément compliquées. Alors là, on voit sur ton graphique des taux, donc 16 000 $ quasiment pour le transport d'un conteneur 40 pieds. Ouais. J'imagine qu'à ce niveau de prix, le service doit être vraiment irréprochable. Eh bien, même pas. En fait, c'est même le contraire qui se produit. On va revenir sur les causes de ce phénomène dans notre troisième partie, mais en tout cas, la fiabilité des transporteurs s'est dégradée aussi vite que la montée des prix. D'accord, vraiment à ce point-là. Ah ouais, ouais, c'est un véritable paradoxe. On paye 7 à 8 fois le prix pour être moins bien servi. Donc, regardez, en mai 2020, alors qu'on était déjà dans une situation dégradée à cause du Covid, les compagnies maritimes assuraient au moins 70% de leur livraison dans les délais. Hmm. Et aujourd'hui, le délai de transit se sont rallongés de 19 jours en moyenne au niveau mondial. Et pour la France, c'est presque un mois de délai supplémentaire, quoi. Et pendant tout ce temps, bah, on a très très peu de visibilité sur les dates d'embarquement, sur les dates d'arrivée des navires. Les ports, les terminaux, les entrepôts sont devenus le théâtre d'une foire d'empoigne permanente. D'accord, je comprends que ça doit être en effet usant pour tous les acteurs opérationnels tout au long de cette chaîne de transport. Mais avant de mettre vraiment le projecteur sur les différents blocages, je te propose qu'on s'intéresse à la cause principale de cette envolée des taux de fret. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que du coup, Benoît, est-ce qu'on parle d'une explosion des coûts du carburant à l'origine de cette surenchère? En fait, à la base, et c'est souvent ce qui a drivé l'inflation sur les taux de fret, c'était vraiment la variation des cours du pétrole et donc le coût du carburant. En 2021, on savait qu'on allait faire face aux nouvelles réglementations de l'IMO. L'IMO, c'est l'International Maritime Organization. Euh,
Cet IMO imposait aux transporteurs l'utilisation de nouveaux carburants. L'objectif de ces nouveaux carburants, c'était de diviser par 7 les rejets de sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle des carburants low sulfure. Et donc, ces carburants, ils étaient déjà annoncés comme étant significativement plus chers que le carburant classique, déjà à la base. Mais en plus, les compagnies maritimes allaient devoir modifier tous les moteurs de leur bateaux ou carrément commander des bateaux, faire construire des bateaux qui fonctionnent au gaz. Et tu sembles suggérer que ce n'est pas le seul facteur en jeu. Bah, non, ça jouait, en fait, ça a joué qu'un tout petit rôle, on va dire un rôle mineur dans ce que nous observons. Ce qui vraiment a drivé ces prix du transport maritime vers le haut, c'est un déséquilibre énorme entre la demande de transport au niveau mondial, d'un côté, donc tous nos besoins, et les capacités de transport disponibles, que l'on parle des conteneurs ou que l'on parle des navires. Ouais, c'est la loi brutale du marché. Et les transporteurs profitent à ce point de la situation? Oui, là, on est complètement en situation de surbooking quelque part, où pendant un moment, et je pense que ça continue encore à l'heure actuelle, c'est les conteneurs qui sont payés au prix fort qui embarquent en priorité. Là, on a fait le constat sur le graphique que tu as présenté tout à l'heure de taux supérieurs à 16 000 dollars. On a entendu certains chargeurs charger des conteneurs à 18 et 20 000 dollars. Ce n'est pas le cas de didactique, mais ce sont des taux qui sont pratiqués par certains acteurs, certaines compagnies maritimes à l'heure actuelle. Donc, c'est une situation d'ailleurs qui est tellement extrême que les gouvernements commencent à questionner de plus en plus les pratiques des compagnies maritimes. C'est d'ailleurs le cas du Congrès américain qui a lancé une commission d'enquête, mais la Commission européenne, il y a quelques semaines, a embrayé. Voilà, donc là, du coup, il y a une sorte de bataille qui s'engage entre les compagnies maritimes d'une part et la puissance publique d'autre part, qui, en fait, commence à accuser les compagnies maritimes de pratiques déloyales. Ouais. Et certaines compagnies ont d'ailleurs gelé leur hausse de tarifs face à cela, n'est-ce pas? Oui, ouais, tout à fait, Virginie. Mais c'est là, quelque part, il y a une certaine hypocrisie dans cette démarche parce que, bon, d'accord, elles gèlent leurs tarifs, mais elles gèlent leurs tarifs au moment où ils ont atteint des sommets. Ouais. Mais en plus, on connaît leur agilité pour pratiquer tout un tas de surcharges. Elles sont très créatives, d'ailleurs, à ce niveau. Et donc, on redoute que même si ces tarifs sont gelés, que des surcharges viennent s'ajouter aux taux qui sont pratiqués. En fait, le début d'une détente sur les coûts de transport ne se produira qu'à partir du moment où le déséquilibre là, que tu as illustré sur ce slide commencera à se rétablir et à revenir à une situation où les capacités de transport correspondent à la demande qui est exprimée. Ouais, c'est clair. Ce qu'il faudrait en fait au système de transport international, c'est un bon ostéopathe. Eh ben, c'est clair que là, on est dans une situation de déséquilibre total, quoi. D'ailleurs, en fait, voilà, il y a euh, ça, on vient d'exprimer la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle. Peut-être, Virginie, tu peux nous éclairer sur l'enchaînement des événements qui a mené à cette situation. Ouais. Donc en fait, tout part, comme tu le disais, de la demande. Donc lors du premier confinement, malgré un ralentissement global de l'activité, la demande en biens de consommation et le e-commerce ont littéralement explosé, notamment aux États-Unis, comme vous pouvez le voir sur le graphe là qui illustre le volume des ventes à distance entre 2016 jusqu'à 2021. Donc, le gouvernement américain a encouragé cette consommation par le déblocage de millions de dollars à tous les ménages. Et cette demande de produits de grande consommation a été amplifiée par un accès très limité aux loisirs, aux voyages et aux consommations de services. Donc, peu à peu, la consommation a repris partout dans le monde. La Chine a atteint des records d'exportation au premier semestre 2021. L'activité de l'ensemble des ports chinois a augmenté de 15% par rapport à 2020.
Et avec l'augmentation graduelle de la couverture vaccinale, on aurait pu s'attendre à ce que les produits importés baissent à nouveau au profit des services et des loisirs, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui encore, on n'attend pas d'amélioration franche avant plusieurs mois. D'accord, donc on a tous consommé plus de produits manufacturés, lesquels produits sont importés. Mais bon, à travers de ça, on voit que les usines ont la capacité de produire. La vraie question, c'est pourquoi ça bloque finalement au niveau du transport. Et ouais, mais parce que côté offre de transport, les capacités n'augmentent pas aussi vite, malheureusement. Depuis plusieurs années, les compagnies maritimes ont souffert de taux bas. La majorité de leurs investissements se sont concentrés sur l'application des nouvelles normes environnementales, comme tu disais tout à l'heure, et elles ont mis peu de nouvelles capacités sur le marché. Donc le fait d'importer plus aux États-Unis et en Europe pesait déjà sur une disponibilité stable de conteneurs et de porte-conteneurs. Et en plus, le Covid a amplifié les blocages. L'activité dans les ports à l'origine et à destination s'est trouvée fortement ralentie. Avec moins de personnel, donc les dockers, les chauffeurs, il a fallu faire face à une activité plus importante. Ça a créé des congestions sans précédent. Par exemple, cela fait des mois que le port de Long Beach en Californie est complètement saturé, avec des dizaines de navires en attente au large. Et cette situation de saturation, pardon, de congestion, j'imagine que ça désorganise la chaîne complète et à tous les niveaux, non? Et effectivement, ouais. Aujourd'hui, donc 40% des ports mondiaux comptabilisent entre 2 et 45 jours de retard. Donc ça entraîne un ralentissement des rotations, un manque de disponibilité des conteneurs, et parce que ces derniers sont immobilisés plus longtemps à chaque étape. Et en plus, on a des effets d'amplification qui se font ressentir et se ressentent toujours tout au long de la chaîne. Donc, en premier lieu, au niveau des effets, d'amplification, donc, le blocage du canal de Suez pendant 6 jours en mars 2021, il a fortement contribué à désorganiser tout l'équilibre mondial. Donc c'était, pour se souvenir, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises qui ont été bloqués dans ce passage. Ensuite, à l'origine, donc en Asie, les ports de Shanghai et de Ningbo ont dû être fermés quelques jours en prévision du typhon Shantou. Cet incident qui aurait dû être quasi neutre en temps normal a contribué cette fois-ci à désorganiser un peu plus la rotation. D'accord. Donc, il y a blocage du canal de Suez, il y a le typhon. Je pense aussi il y a un événement autour des ports chinois de Yantian et de Ningbo, si je ne m'abuse, qui ont dû Ouais, rester fermés pendant plusieurs jours à cause de cas de Covid, c'est ça? exactement. Et donc, ça a créé un déséquilibre total qui pousse les compagnies à multiplier les blank sailings, c'est-à-dire les annulations d'escale, tout simplement. Hmm. À l'arrivée en Europe, ce n'est guère mieux. Les retards accumulés tout au long du voyage pèsent sur les opérations portuaires. La fiabilité des dates d'escale n'a jamais été aussi faible, ce qui rend la planification très difficile. Refus de conteneurs pour cause de saturation, incapacité à prendre des rendez-vous pour sortir les conteneurs, augmentation du temps de stationnement font désormais partie du quotidien de nos approvisionneurs. Donc c'est un véritable défi pour eux de faire embarquer la marchandise au plus tôt une fois qu'elle est disponible. Et quand elle est sur le bateau, il n'y a plus aucune certitude sur la date d'arrivée de la marchandise. Donc notre transit time moyen est passé d'une trentaine de jours à plus de 45. D'accord, Donc 45 jours. ouais, cela a donc des répercussions, ouais, sur le prix des dispositifs médicaux et sur leur disponibilité. Tu peux nous en dire un peu plus d'ailleurs, Benoît, à ce sujet? Sur les prix, oui, effectivement, je pense qu'on a préparé un slide qui montre un petit peu cette situation. Euh, donc, bien évidemment, dans le prix de vente des dispositifs médicaux, avant de les établir, on établit un coût de revient. Et dans ce coût de revient, il y a une part qui est allouée au transport. Donc, on voit par exemple que dans une situation normale qu'on va appeler pré-crise, le coût de transport sur le prix de vente qui est pratiqué sur un perfuseur une voie ne représentait que, par exemple, que 2%, et avec des taux qui ont bondi jusqu'à 16 000 $. La part transport dans le prix de vente, là, tout d'un coup, peut représenter jusqu'à 30% et donc consommer plus que la totalité de la marge sur ce produit. Donc, il y a l'exemple, bien évidemment, du perfuseur, mais au niveau de marchandises un peu plus denses, comme le gant d'examen, où là, on a plus de produits dans une boîte et puis on a un cargo qui est relativement lourd. Là, la part du transport est un peu moindre. Donc, en situation nominale, on parle de 1% de part transport dans le prix de vente, et on voit que ça peut monter jusqu'à 20%.
avec des taux pratiqués à 16 000 $. Et alors, la situation devient en fait plus critique, de plus en plus critique au fur et à mesure qu'on a des DM d'un volume important où il y a beaucoup d'air qui est transporté. C'est le cas notamment des seringues 60 ml qui sont montrées sur ce slide, où là, du coup, la part transport, sachant que le prix de cet article est relativement maîtrisé, et plus on a un article qui est volumineux, plus la part transport va peser à l'intérieur de la structure de coût du produit et atteindre ici jusqu'à 40%. Voilà, donc là, on parle des prix. Oui. Après, au-delà du prix en termes de disponibilité du produit, là, sur ce graphique qui a été préparé par notre département approvisionnement, on voit qu'on a un flux habituel qui se déroule sur un délai d'à peu près 6 semaines, 6-8 semaines, et on voit à quel moment, à quel endroit, en fait, on subit des allongements de ce délai. Et là, l'impact de tout ça, finalement, c'est un impact sur la disponibilité des produits. Donc, ce que doivent faire les acteurs des dispositifs médicaux, c'est opérer à une planification beaucoup plus en amont des besoins de leurs clients. Ce qu'ils doivent également faire pour assurer le service de leurs clients, c'est effectuer des montées en stock, donc commander plus de marchandises, ce qui a un effet de répercussion finalement sur la disponibilité des moyens de transport. Mais donc la conséquence de tout ça, c'est que quand on parle de congestion des ports et à chaque point de la chaîne de transport, c'est-à-dire qu'on a une congestion déjà au départ entre le moment où le produit est prêt et le moment où il va embarquer. Donc, il y a un allongement de délai sur ce point de la chaîne de transport de 1 à 3 semaines. Ensuite, il y a le transport proprement dit, avec plus d'escales et ou des blank sailings. Et donc, il y a un allongement de ce délai-là de 2 à 4 semaines. Et enfin, à partir du moment où le navire touche le port, et en ce qui nous concerne le port du Havre, là aussi, il y a un phénomène de congestion, donc de difficulté à sortir le conteneur du port. Et là, le délai s'allonge de 1 à 2 semaines. Donc, en fait, la chaîne, le flux habituel s'est allongé jusqu'à 10 semaines et ça a un impact certain sur la disponibilité des produits. Et ce que ça impose aux acteurs du dispositif médical, c'est un suivi beaucoup plus rapproché de chaque production avec nos fournisseurs et de chaque expédition avec nos transporteurs. Là, on est vraiment dans le micro-suivi de chacune de ces commandes et de chacun de ces transports. Très bien. Et pour nous permettre de nous projeter un peu plus loin, on vous propose de vous expliquer le scénario qu'on anticipe pour 2022. Donc, pour 2022, on anticipe une certaine détente dans les mois qui vont venir suite à une demande qui sera, enfin, en tout cas une offre et une demande qui vont devenir plus équilibrées, mais surtout par une baisse légère de la demande. Par contre, on pense que la situation ne reviendra pas à la normale. On a comment dire, demandé l'avis de plusieurs professionnels à ce niveau-là. On pense que les tensions seront prévues au moins jusqu'en 2023, au moment où les nouvelles capacités seront mises sur le marché par les compagnies maritimes. OK, d'accord. Donc, une détente à venir plutôt sur le deuxième semestre de l'année 2022. Voilà, plutôt fin 2022 et voir vraiment une situation améliorée, franchement, plutôt sur 2023. D'accord. De toute façon, quoi qu'il en soit, nous tenons régulièrement nos clients informés de l'évolution de la situation, que ce soit sur la disponibilité et les prix des dispositifs médicaux eux-mêmes, mais également sur l'évolution de la situation du transport au travers de notes de conjoncture
qui vous sont adressées. Donc, dans tous les cas, vous recevrez cette information. L'équipe commerciale et votre contact commercial habituel peut également vous tenir informé de l'évolution de cette situation. Et sinon, si ça devait s'avérer nécessaire, je pense que Virginie, on serait tout à fait prêt à renouveler ce type de webinaire pour informer de l'évolution de la situation. Tout à fait, ouais. Ouais. Très bien. Bah, en attendant, merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'au bout ce webinaire et cette présentation. Maintenant, Valentina, je me tourne vers toi. Je ne sais pas si dans le courant de l'exposé, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Il me semble que ton micro est coupé, Valentina. Hop, voilà. C'était pas pris. Désolée, petit souci technique. Donc, merci beaucoup de votre intervention, de vos explications qui étaient très claires et qui nous donnent donc un aperçu de la situation très complexe qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a reçu effectivement des questions qui peuvent parfois se résumer entre elles. Donc, on a regroupé la première que notre public souhaite nous poser, effectivement, c'est vous avez parlé des crises de fret, on comprend la situation, mais dans les médias, on entend de plus en plus parler des crises des matières premières, des pénuries des matières premières, notamment les pétroles. Est-ce que sous cet angle, il faut s'attendre à une autre crise dans les domaines médicaux? Les dispositifs médicaux à usage unique, en tout cas, sont essentiellement composés de plastique, donc sont fabriqués avec des dérivés du pétrole. On voit que avec la reprise économique mondiale, les prix du pétrole ont énormément progressé à la hausse. Donc, il y a un impact qui est à attendre, mais je dirais que si aujourd'hui on observe un impact sur les matières premières, il est réel, hein, il est là, mais il procède plus d'autres phénomènes que simplement la hausse des cours du pétrole. Je prends un exemple sur les gants vinyles. En fait, les problèmes de fourniture d'énergie en Chine, ce qui réduit les heures pendant lesquelles les usines peuvent opérer et donc ce qui réduit la capacité de production totale de ce polymère du vinyle. Et donc, il y a moins de vinyle disponible sur le marché pour les fabricants de gants, mais également pour les autres industries qui utilisent cette matière. Et là, on a une envolée sans précédent de cette matière première du PVC. Voilà. Et ça, on va l'observer à gauche et à droite sur différentes matières, sur des phénomènes qui sont complètement déconnectés pour l'instant des cours du pétrole. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième question qui est tout à fait d'actualité, qui même les gouvernements commencent à pousser de plus en plus, c'est-à-dire la relocalisation en Europe. Est-ce que vous pensez à vous retourner vers une relocalisation en Europe? On entend parler de plus en plus de projets qui vont dans ce sens. Je pense que déjà, d'un point de vue individuel, on ne peut que souhaiter que ce mouvement prenne de l'ampleur. Je pense que ça irait dans le bon sens de l'histoire. Voilà, maintenant, il y a un ensemble de freins, sans doute. En tout cas, on l'a vu, par exemple, avec les masques. À partir du moment où on s'est mis à produire assez massivement en Europe, y compris en France, des masques, et que les exportations depuis l'Inde ou depuis la Chine ont repris, on voit que ces produits fabriqués localement en Europe ont du mal à souffrir la concurrence. De nouveau, hein, des produits qui sont fabriqués en Asie. Donc, je pense que pour que ce mouvement de relocalisation prenne de l'ampleur, il faudra qu'il y ait une réflexion globale entre les clients et les acteurs du DM pour voir comment est-ce qu'on essaye de travailler dans ce cadre, comment est-ce qu'on fixe les règles pour que cela puisse fonctionner. Au-delà de ce couple entre les acteurs du DM et les clients, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir avec l'État pour savoir, et d'ailleurs c'est en cours, savoir comment il accompagne
ce mouvement-là, puisque finalement, les barrières pour produire en Europe ne sont pas que financières, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. D'accord, ok. Et donc, troisième et dernière question pour aujourd'hui. Vous nous avez parlé des gros profits pour les compagnies maritimes. Est-ce que vous avez des chiffres potentiellement sur 2020 ou 2019 qui peuvent nous être communiqués? Oui, alors les profits effectivement des compagnies maritimes explosent cette année. On parle de plus de 150 milliards de dollars pour 2021 et on s'attend peut-être même à plus pour 2022. Attends, Virginie, là, on parle de chiffre d'affaires, on parle de profit. On parle de profit. 150 milliards de dollars. Donc, D'accord. on connaît, on voit tout de suite à qui profite la crise. Ok, donc merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Virginie, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé ces webinaires. Et comme Benoît a dit tout à l'heure, on vous tiendra au courant par rapport aux évolutions. Vos contacts habituels sont disponibles. Et merci beaucoup de votre attention et on vous dit à la prochaine. Merci. À une prochaine fois, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.